d'abord, et là aussi très rapidement, pour me positionner, parce que vous savez que bon, en psychologie, il y a de multiples approches qui sont basées sur de multiples théories, parce que l'être humain est complexe, heureusement d'ailleurs que nous sommes des êtres complexes, et que pour aborder cette complexité humaine, et pour comprendre des phénomènes psychologiques, c'est important parfois de changer de lunettes, changer de perspective. Parce que, bon, moi je dis souvent, parfois on utilise une approche et cette approche devient tellement la nôtre qu'on ne réalise pas que peut-être qu'on est en train de rater l'essentiel. Peut-être qu'il y a des choses que nous ne sommes pas en train de voir parce que nous avons adopté une approche qui s'est transformée un peu en œillère ou du moins une paire de lunettes qui est tout le temps hein, sur notre visage et on ne réalise pas parfois que peut-être avec une autre paire de lunettes, on verrait autre chose. Donc, vous voyez, j'ai mis un peu toutes les approches présentes en psychologie. Je ne vais pas les présenter, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais vous voyez les approches en rouge, ce sont celles que j'utilise dans ma pratique de clinicienne, de thérapeute, que j'utilise dans mes recherches, recherche-action, parce que je mène beaucoup de recherche-action, comme Frédéric l'a dit, sur le terrain, avec les jeunes, avec les familles. Et c'est aussi un peu les approches que j'utilise beaucoup dans mon enseignement. Donc l'approche psychodynamique qui est basée sur la théorie psychanalytique, qui est quand même bien connue en France, en Europe, moins connue malheureusement, je dirais, ici en Amérique du Nord, parce qu'elle a quand même un apport, et vous allez voir pourquoi. L'approche transculturelle, qui est une approche qui prend en considération la culture de l'autre. Et quand on dit culture, ce n'est pas juste, bon, parfois on a tendance à réduire la culture, à la religion, à la langue, hein, aux traditions, mais la culture, c'est vraiment plus que ça. Il y a une culture professionnelle, par exemple, hein, la culture des travailleurs sociaux en France et la culture qui est en train de se construire aujourd'hui à travers cette journée thématique. La culture, c'est aussi la mentalité, hein. Il y a une mentalité urbaine, rurale, la mentalité d'une capitale ou des gens qui habitent à la capitale, hein, et le rapport un peu entre donc le rapport aux choses, le rapport au monde. Et donc tout au long de cette petite conférence, je vais quand même utiliser l'approche psychodynamique, l'approche transculturelle, l'approche développementale qui est très très importante dans la compréhension des enjeux psychosociaux, éducatifs, des jeunes surtout, mais parfois aussi des adultes, hein, parce qu'en chaque adulte, il y a un enfant, hein. Il y a l'enfant en nous qui est là, nos expériences passées, nos parcours vont affecter nos comportements, nos gestes, nos choix, etc. Et enfin, l'approche systémique, c'est une approche qui va prendre en considération l'être humain dans son environnement, hein. Et en fait, les deux postulats les plus importants de cette approche, en fait, l'approche systémique est basée sur la théorie de l'écologie du développement humain de Bronfenbrenner, peut-être vous le connaissez, mais les deux principaux postulats de cette théorie, c'est que euh, l'être humain est influencé par son environnement et il l'influence, et que si nous voulons comprendre les actions, les comportements d'un être humain, il faut absolument comprendre le contexte dans lequel il ou elle vit euh, et son parcours de vie pour mieux comprendre et même parfois anticiper et même intervenir. Et donc voilà rapidement, mais donc je vais utiliser ces quatre approches en rouge aujourd'hui euh, et, euh, et les autres approches qui existent, qui sont prévalentes, trop prévalentes en Amérique du Nord. Je sais qu'il y a un engouement en Europe aussi maintenant parfois pour ces approches, mais moi je ne les utilise pas parce que, il y a beaucoup de personnes qui le font déjà ici au Canada. Alors, bon, malheureusement, c'est pas le moment. Je sais peut-être que vous avez eu de la curiosité par rapport à ces différentes approches, mais bon, à la fin du PowerPoint, j'ai mis des références et je suis prête à partager avec vous tous ce PowerPoint. Donc, je pourrais l'envoyer à Frédéric qui pourrait partager avec vous le contenu, donc le PowerPoint. Alors, vous avez sûrement parlé de la situation. Alors là, on va dans le vif du sujet. Vous avez sûrement parlé ce matin des migrants dans le monde. Peut-être que ce sont des données qui ont été présentées, mais
dans le dernier rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, hein, en juin 2024, on comptait déjà que 122,6 millions de personnes déplacées dans le monde. Et parmi ces 122 millions de déplacés, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des déplacés internes, hein, mais c'est quand même des déplacés, hein, des gens qui quittent leur village, leur ville, hein. Donc, des déplacements internes à l'intérieur d'une même ville, il y a quand même euh, plus que 30 millions de personnes réfugiées mandatés, donc des réfugiés qui ont reçu leur statut de réfugié du HCR. Bon, il y a beaucoup de réfugiés palestiniens qui sont sous le mandat de l'UNRWA, et c'était des réfugiés palestiniens au Liban, en Jordanie, en Syrie, sans compter toute la situation des personnes palestiniennes actuellement, que ce soit à Gaza, que ce soit en Cisjordanie. Bon, il y a beaucoup de demandeurs d'asile aussi, hein. On parle d'un- bon, là, mon écran est tellement petit que je n'arrive plus à voir, mais vous pouvez aller voir. Donc, on est autour de 10 millions de demandeurs d'asile et des personnes qui demandent la protection internationale sous d'autres rubriques. euh, euh, Par exemple, beaucoup de gens du Venezuela qui demandent aussi la protection internationale sans nécessairement pouvoir trouver leur place dans comment dire, dans la terminologie du droit international, du droit des migrants actuel. Alors pourquoi? Parce que justement, les migrants, les personnes qui quittent leur pays pour diverses raisons. Donc d'abord, comme on l'a dit, il y a toujours des déplacements internes dans un même pays, puis après, quand la situation devient intenable ou quand les gens n'arrivent pas à survivre dans leur pays, ils commencent à chercher ailleurs. Et ailleurs, c'est d'abord, ça commence toujours par les pays limitrophes, hein, par les pays voisins, et dépendamment de la situation des personnes, parfois les migrants vont aller vers des pays qui sont beaucoup plus lointains. Ça va dépendre aussi des pays qui ont des politiques d'accueil, de réinstallation. Et donc, par exemple, moi, bon, je suis au Canada. Moi-même, je suis immigrante au Canada, dans le sens que moi, vous avez vu, mon nom est arménien. Je suis d'origine arménienne, mais je suis née au Liban. Donc, après un parcours de vie euh, au Liban, en Arménie, j'ai décidé de quitter le Liban qui est, vous le savez, et on le voit toujours dans les nouvelles, une poudrière. Et donc, je me suis installée au Canada. Mais donc, on peut faire des migrations pour des raisons économiques. Parfois, on peut faire des migrations à cause de violences humaines vécues, violences humaines comme des guerres, des catastrophes humaines, des génocides, des systèmes politiques hein, plus totalitaires, bon, des dictatures, on peut fuir des persécutions, etc. Donc, il y a diverses raisons pour quitter son pays. Puis, il y a beaucoup de migrations liées au changement climatique aussi actuellement parce que justement, il y a des inondations, des catastrophes naturelles et en conséquent, des gens qui perdent leur environnement de vie, ils perdent leur maison, ils perdent euh, bon, le contexte dans lequel ils vivaient et sont obligés de quitter. Mais vous voyez, le droit international ne leur donne pas nécessairement la possibilité de faire des demandes d'asile, hein. Toutes ces personnes qui fuient des catastrophes naturelles ont du mal à trouver leur place dans le monde, hein. Euh, bon, et il y a aussi tous les enjeux de réunification familiale. Bon, une bonne raison d'immigrer, c'est de tomber amoureux d'une personne ou amoureuse d'une personne qui vit dans un autre pays, mais en général, c'est toujours pour fuir des réalités. Donc, les personnes migrantes, qu'elles soient, bon, les familles, que ce soit des adultes, des jeunes, il y a toujours une grande partie de ces personnes migrantes qui fuient des conditions d'adversité. Ça peut être la pauvreté, des persécutions, des violences organisées, mais ça peut être aussi des catastrophes humaines et naturelles. Et le but des migrations, et c'est très important, les gens qui quittent, les gens qui prennent des risques, hein, et on a vu, et vous êtes en France, et on a vu et on voit toujours le nombre de personnes qui prennent le risque de naufrage en Méditerranée pour arriver en Europe, hein. Euh, Si ces gens prennent ces risques, c'est parce que leur vie est, comment dire, est inhumaine souvent, hein, que les conditions dans lesquelles ils vivent sont déjà atroces
et mieux vaut prendre le risque de mourir que de vivre là où ils sont. Et donc, souvent, les migrants quittent vers d'autres cieux pour, et souvent, ça va être des pays un peu considérés sûrs, hein, des pays où il y a de la sécurité, ou en principe des pays en paix, dans des sociétés de droit, où en principe, on est dans le respect des droits fondamentaux de l'être humain, et ils vont aller vers ces pays pour un meilleur avenir. Une meilleure éducation pour leurs enfants, de meilleurs services de santé, de meilleurs services sociaux, hein, et plus d'opportunités de vie, hein. Donc, d'un côté, il y a ça, donc de meilleurs services et une meilleure qualité de vie, mais surtout, surtout, quelque chose de beaucoup plus fondamental aussi, pour vivre en paix, quand on fuit des guerres, des persécutions, être en sécurité. Juste être en sécurité, c'est déjà suffisant. Et parfois, parmi vous, il y a des praticiens, vous voyez des personnes qui vivent dans des conditions atroces, mais qui se considèrent chanceux, hein, parce que ils sont au moins en sécurité. Mm. Et ce qui est le plus important et le désir le plus fondamental de beaucoup de familles migrantes, c'est de retrouver sa dignité humaine, vivre dignement sa vie. Et vous le savez, malheureusement, beaucoup de migrants ont du mal à trouver leur dignité dans les pays d'accueil. Et ça devient vraiment parfois pour certaines familles, certaines personnes, catastrophique, dans le sens qu'ils ont tout perdu pour ne pas trouver ce qu'ils cherchaient. Et donc le sens de la migration, le sens des pertes est complètement ébranlé. Alors, maintenant, justement, vous savez, je sais que le matin, vous avez parlé des statuts, et donc, vous savez probablement que les, le statut de réfugié n'existait pas avant 1951. Donc, il y a vraiment une logique. La création du statut de réfugié est directement liée à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un nombre très important de personnes sans papier déplacées en Europe et ailleurs. Et donc, les Nations Unies ont créé ce statut de réfugié. Mais c'est clairement lié à des catastrophes humaines, à des persécutions. Et donc, vous comprenez pourquoi toutes les personnes qui fuient leur pays pour d'autres raisons que spécifiquement la persécution ont du mal à trouver une place dans le monde et ont du mal à avoir leur demande de protection internationale acceptée à cause de ce statut qui est comme défini comme ça depuis 1951. Donc, il faut dire que le droit international doit évoluer on sait actuellement combien le droit international est malmené, malheureusement aussi par des dirigeants euh, euh, par des présidents et c'est grave ce qui se passe parce que tous les acquis sur le plan du droit international, sur le droit des migrants, est en train d'être ébranlés par des discours politiques, des positions politiques euh, discutables. Mais bon, on va pas entrer dans ces enjeux, mais vous allez voir, je disais tout à l'heure que ma perspective est systémique parce que justement, les systèmes dans lesquels nous vivons vont influencer notre vie, notre parcours, nos décisions. Et actuellement, le système mondial, hein, est quand même un système assez ébranlé. Le droit international est en train d'être remis en question par des gouvernements qui ont du pouvoir. Et donc, automatiquement, ça vient nous toucher quand on met des migrants à la porte comme ça, sans voir leur détresse, sans considérer leurs droits, leurs besoins. euh, on est malheureusement dans ce contexte-là où il y a des discours anti-immigration, mais on ne réalise pas que tous ces migrants qui sont là, c'est le produit d'un ordre mondial, hein. C'est le produit de guerres qui ont été menées par des grandes puissances, des guerres qui ont été menées avec des armes produites par ces pays. En fin de compte, il faut voir toute la logique derrière de la production d'armes, de la vente d'armes, donc tous les enjeux économiques derrière, les enjeux de pouvoir et ces guerres qui ont lieu dans des pays. Moi, je vous dis, hein, je suis né au Liban, j'ai grandi au Liban, j'ai vécu plusieurs guerres au Liban et en fin de compte, il faut voir que les grandes puissances et les producteurs d'armes ont besoin aussi de guerres, de petites guerres ailleurs pour ne pas faire aussi peut-être une autre guerre mondiale, hein. Et on le voit ce qui se passe aux portes de l'Europe, en Ukraine, actuellement, ce qui se passe à Gaza, en Afrique, en République démocratique du Congo, le Soudan, le Yémen, de nombreuses guerres dont on ne parle pas.
mais il faut voir cette logique un peu plus, hein, une perspective macro de ce qui se passe, et donc, et qui font qu'il y a des pays et des régions et des situations qui produisent malheureusement des réfugiés. Et ces réfugiés euh, ont besoin de trouver leur place dans le monde et sur la planète et en faire comme, vous les voir comme de potentiels envahisseurs, agresseurs. Je pense que, j'espère que, bon, avec cette journée, je suis sûre que vous êtes en train un peu peut-être de changer de perspective. J'espère pouvoir contribuer aussi. Alors, la nuance, et vous le savez probablement, la nuance en demandeur d'asile et réfugié, c'est que la personne qui est en demande d'asile, c'est une personne qui n'a pas encore le statut de réfugié. C'est une personne qui est en train de demander la protection internationale. Donc vous avez en France de nombreux mineurs non accompagnés, des familles en demande d'asile qui arrivent et qui attendent, hein, que la France leur donne le statut de réfugié. Parce qu'il y a deux instances qui peuvent donner le statut de réfugié ou bien le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, qui va donner le statut de réfugié dans des pays, dans des pays où les gens sont en transit, parce que des pays qui n'ont pas ratifié la Convention de Genève, comme le Liban, la Jordanie, la Turquie, comme d'autres pays africains. Donc, les gens sont dans des camps de réfugiés, ou même des réfugiés urbains, et qui vont demander au HCR de leur donner un statut. Mais il y a aussi l'autre instance. En fait, ce sont tous les pays qui ont ratifié la Convention de Genève. Parce qu'en ratifiant la Convention de Genève, on donne le droit à des gens, à des personnes, de venir demander l'asile. Donc la France, je ne sais pas en quelle année la France a ratifié la Convention de Genève, mais la France donc a donné le droit à des personnes de venir en France et demander l'asile si ces personnes se sentent en danger. Et c'est le devoir du pays qui a ratifié la Convention de Genève, donc Canada, États-Unis, France, bref, Allemagne, beaucoup de pays qui ont ratifié cette convention, c'est le devoir de ce pays de d'étudier la demande et, euh, suite à une audience, de donner ou non le statut de réfugié. Mais ce processus est devenu très, très long. Je sais que, en Europe aussi, hein, parfois ça prend au moins 2 ans pour avoir une audience et avoir une réponse. Au Canada, maintenant, le système est en achalandé et avec des politiques migratoires conservatrices, on commence à diminuer un peu les ressources de... hein, on coupe, hein, les coupures sont parfois dans le secteur de l'immigration et donc actuellement au Canada, une première demande d'asile peut prendre 2 à 3 ans et si les gens font un appel, parce qu'ils ont le droit de faire un appel, mais ça peut prendre une autre tranche de 2 ans. Donc imaginez-vous une famille qui est au Canada depuis 5 ans, et en 5 ans, il y a des enfants qui naissent. En 5 ans, les gens s'installent, ils travaillent, ils payent leurs impôts, mais ils peuvent être déportés à n'importe quel moment. Et donc sur le plan de la santé mentale, hein, c'est la précarité de la situation, la précarité financière que ça engendre, l'incertitude de savoir s'ils vont rester ou pas. D'un côté, le besoin de s'intégrer, d'apprendre le français, de trouver un emploi, mais de l'autre côté, plus les gens s'intègrent, plus l'anxiété d'être déporté devient importante. Donc, les enjeux pour la santé mentale sont énormes pour les demandeurs d'asile et on va en parler. Alors, là, je réalise, hein, moi, j'ai un problème avec le temps. Frédéric, tu peux m'interrompre si tu sens que, au niveau du temps, je ne gère pas très bien. Mais alors, justement, ces gens qui quittent, on va parler des parcours prémigratoires, périmigratoires rapidement, et des parcours post-migratoires en mettant l'accent sur la santé mentale. Alors, des gens qui quittent des situations difficiles, disons des gens qui quittent les guerres, qui fuient les guerres. Tout à l'heure, je disais que je vais utiliser une approche transculturelle et quand on parle de culture, on parle aussi du rapport aux choses et au monde. Un jeune, une famille qui a vécu la guerre, mais son rapport à la vie, à la mort, à la violence change, hein. Parce que dans une guerre, c'est banal de tuer. C'est-à-dire, dans une guerre, c'est une violence organisée entre deux forces qui peuvent, hein, c'est une lutte armée entre deux puissances, c'est une violence organisée. Vous êtes des professionnels ou de futurs professionnels et vous posez des gestes professionnels. Mais dans un contexte de guerre, le geste professionnel d'un soldat, c'est de tuer.
de tuer par autodéfense, quelle que soit la raison de la guerre, quel que soit, comment dire, le discours qui sous-tend la guerre, mais la réalité, c'est que ça passe par tuer l'autre, par produire des drones, attaquer avec des drones, et actuellement, avec la technologie militaire actuelle, en fait, il y a la déshumanisation est encore plus intense, parce que c'est rare d'avoir deux soldats directement en train de se tirer, de tirer l'un sur l'autre. Souvent, c'est des bombes qu'on envoie, c'est des drones, euh, et, euh, et on voit et on va vu avec ce qui se passe en Ukraine, il y a une déshumanisation totale ou des drones qui peuvent même capter des images et on peut les voir. C'est comme si c'est des jeux vidéo, mais en réalité, c'est des êtres humains réels, des personnes qui sont des fils, des maris, des conjoints, des amis qui sont en train de mourir ou des femmes, mais on ne réalise pas un peu la distance que la technologie militaire actuelle crée et cette déshumanisation de l'autre qui vient avec la guerre. Et donc, cette banalisation de la violence va caractériser les guerres et pour toutes les personnes ayant survécu à des contextes de guerre, il y a vraiment ce rapport à la vie, à la mort qui change. Pour leur vie aussi, hein. Par exemple, dans un contexte de guerre, bon, on parle, il n'y a eu que 4 morts, il n'y a eu que 20 blessés. Il n'y a eu que, c'est comme si la valeur de la vie de ces 4 personnes est moindre que, il faut vraiment avoir 30 morts, 40 morts d'un coup pour que ça vienne un peu déstabiliser les personnes. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que les familles que vous accueillez, mais dépendamment de leurs expériences passées, leur rapport à la vie, à la mort, à la violence peut être complètement différent que le vôtre. Dans un contexte de génocide, et là aussi je vais être très rapide, mais qu'est-ce qui distingue un génocide d'une guerre? C'est d'abord le fait que si dans une guerre, on a deux luttes, deux puissances qui sont en conflit, qu'il y a une lutte armée entre deux puissances dans une guerre, mais dans un génocide, il y a toujours une asymétrie. Il y a un groupe qui a du pouvoir, qui est armé, qui va attaquer une population peu armée ou désarmée. Et il y a souvent le but d'extermination, d'une destruction totale hein, ou partielle d'une communauté ou d'une collectivité. Et donc, ce qui est important dans un génocide par rapport à la santé mentale, quelque chose de différent, que les guerres, c'est vraiment que pour qu'un génocide réussisse, ça passe par l'endoctrinement d'abord des soldats, pour que ces soldats puissent tuer des femmes, des enfants, de vieilles personnes, hein, et ça passe par la déshumanisation de l'autre, des autres, la déshumanisation des victimes. Et on le sait, les génocides, on a vu l'Holocauste. Bon, moi, je vous ai dit que je suis d'origine arménienne. Je suis une petite fille de rescapée du génocide des Arméniens de 1915. Malheureusement, il y a eu d'autres génocides et ça continue, des actes génocidaires. Il y en a eu au Canada où je suis. Il y a eu des actes génocidaires envers les peuples autochtones. Euh, il y a des actes au Vietnam, Cambodge, Rwanda, malheureusement, je ne saurais pas les citer tous. Même en Ukraine, on dit qu'il y a eu quand même des actes génocidaires. Euh, Ce qui se passe à Gaza, ne peut pas ne pas être considéré un acte génocidaire, parce que quand il y a des, la création de conditions mettant en péril la vie du groupe, quand il n'y a plus de maison, plus d'hôpital, plus d'école, plus d'immeubles, plus d'infrastructures, la vie du groupe est mise en péril. Les entraves aux naissances, quand on tue des enfants, des vieilles personnes, des femmes enceintes, on est déjà dans des actes génocidaires. Et donc, la réussite, c'est triste ce que je vais dire, mais la réussite d'un génocide passe par la déshumanisation de l'autre. C'est des cafards, on peut les écraser, c'est des virus, on va désinfecter la région, c'est des êtres humains de moindre valeur. Donc, si on les élimine, si on les extermine, ce n'est pas grave pour l'humanité. Et c'est ce genre de discours qui nourrit euh, le potentiel de génocide. Et en fait, on le voit,
la montée de l'extrême droite un peu partout, hein, dans le monde, c'est inquiétant parce qu'il y a de plus en plus de discours de ce genre, hein, de discours polarisants, de discours qui dévalorisent ou déshumanisent l'autre, hein. Les immigrants, les migrants, hein. Le fait de dire les migrants, mais c'est des êtres humains qui ont des histoires de vie. Ce sont des êtres humains comme vous, comme moi, qui ont vécu des choses parfois très très difficiles et qui sont en survie. Donc parmi les choses difficiles vécues potentiellement, hein, et il y a beaucoup de recherches sur les contextes de guerre, s- et là je vais parler un peu des parcours pré- et péri-migratoires. Il y a beaucoup d'études cliniques, entre autres, bon, moi je cite ma thèse, mais et malheureusement les guerres continuent et la documentation de ces guerres aussi. Les recherches montrent qu'il y a beaucoup d'expériences vécues, de violences vécues par les jeunes et les familles en contexte d'adversité. Il y a des violations des droits fondamentaux, droit à la sécurité, droit à la protection, l'exposition à des scènes de violence, parfois des tueries, la vue de cadavres, etc. Beaucoup de séparation. Hein, on a parlé de déplacement interne, externe, mais ça veut dire qu'il y a des séparations. Les personnes perdent des amis, des membres de la famille. Puis il y a beaucoup de pertes, pertes par la mort, pertes humaines, mais aussi pertes matérielles, hein. Donc il y a une chute au niveau du statut social aussi, des gens qui perdent leurs biens, qui perdent leurs terres, leur gagne-pain, et donc et on a vu, hein, moi qui a beaucoup travaillé avec des familles réfugiées ici au Québec, on voit comment des gens, oui, par exemple parfois des professionnels du Québec me disent, ah, mais eux, ça va. Je dis, comment? Bon, eux, ça va parce qu'en fait, la famille, elle est entière. Père, mère et enfant. Ils sont ensemble, personne n'est décédé, donc ils n'ont pas vécu de deuil, par exemple. Mais non, ça, hein, parce que dans certains pays, les gens vivent en collectivité. Donc, euh, ah, vous me montrez, Frédéric, mais je n'ai pas vu combien de minutes j'ai, mais ça m'oblige à regarder ma montre. C'est parfait. Parfait, merci. Alors, bref, donc les gens, et quand on pense à des guerres, des violences, il faut penser, oui, il y a la guerre, les bombes, les attentats, bon, les tueries, mais il y a aussi les conséquences de la guerre. Et quand on dit conséquences de la guerre, c'est la perte des infrastructures, c'est la perte, donc manque d'alimentation, manque d'hygiène, manque de services de santé, services sociaux, qui vont avoir aussi un impact sur la vie des gens. Et donc, parmi les parcours périmigratoires, je ne vais pas m'attarder, mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent en France ou ailleurs dans le monde, mais ayant vécu dans des camps de réfugiés, hein. Donc, la vie dans les camps de réfugiés n'est pas facile. Il y a des enjeux, pardon, certains camps sont vraiment fermés, donc des camps où les gens sont détenus, d'autres camps où il y a, les gens sont sous des tentes, donc avec tous les enjeux de promiscuité, d'hygiène, d'alimentation, etc. Et donc, quand vous travaillez avec des familles migrantes arrivées en France, vous comprenez que c'est tellement important de comprendre leur parcours. Est-ce qu'ils ont vécu des guerres? Est-ce qu'ils ont vécu des génocides? Pourquoi ont-ils quitté? Est-ce qu'ils ont fui des persécutions? Ou est-ce qu'au contraire, ils ont perdu tous leurs biens suite à une catastrophe naturelle, un séisme, une inondation, la sécheresse? Est-ce que, bon, est-ce que ils ont donc, est-ce qu'ils ont vécu dans des camps de réfugiés? S'ils ont vécu dans des camps de réfugiés, quel camp? Et bon, maintenant, vous avez la chance d'avoir Google, hein. Dans le temps, les professionnels n'avaient pas Google pour savoir, hein, pour aller à la rencontre de ces lieux, mais juste parfois aller voir, est-ce qu'il y avait une école? Est-ce qu'il y avait une infirmerie? Est-ce qu'il y avait un hôpital tout près? Est-ce que les gens étaient détenus et ils ne pouvaient pas sortir du camp? Ou au contraire, donc, ou bien est-ce que c'est des réfugiés urbains? Donc, prendre le temps de connaître le parcours migratoire, ça va vous éclairer énormément par rapport à comment accompagner la famille. Donc ça, c'est déjà une piste que je vous propose. Euh, donc je sens que, bon, je vais pas être très linéaire dans mon PowerPoint, c'est pas grave, vous allez avoir le contenu. Moi, pour que je puisse quand même vous transmettre un peu le message que je veux transmettre, puis après avoir le temps aussi un peu de discussion.
il faut savoir aussi que des migrations sont aussi très dangereuses. Bon, les naufrages dans la Méditerranée, vous en avez vu, vécu, probablement dépendamment de euh, euh, où est-ce que vous avez travaillé, mais c'est quand même très important. Les gens qui prennent des risques hein, aussi importants, ça veut dire que ils laissent derrière eux une situation très déshumanisante, très violente, très dangereuse, et prendre le risque de mourir vaut mieux que rester. Et ça, c'est vraiment important. Donc les gens qui arrivent en France, des migrants qui prennent des risques pour arriver en France, c'est pas pour le plaisir. Il y a des raisons pour ça. Et donc, les migrations, elles se font aussi d'une manière très dangereuse. Il y a des pertes pendant les migrations. La deuxième image que vous voyez ici, hein, les personnes qui sont dans un jungle, au Canada, nous avons accueilli et nous continuons à accueillir beaucoup, beaucoup de personnes ayant vraiment fait ce qu'on appelle la route de la mort, où des gens ont quitté l'Afrique, l'Angola, le Nigeria, Haïti, et qui ont, bon, bref, beaucoup de pays, je ne vais pas citer tous les pays, mais qui ont vraiment pris une route dangereuse en payant des passeurs qui les ont exploités, des femmes qui ont payé de leur corps pour que leurs enfants aient une place sur l'autobus parce que les enfants ne pouvaient plus marcher, des personnes qui ont marché des mois et des mois dans des jungles, des enfants et des personnes qui ont vu des membres de leur famille être attaqués par des bêtes féroces, des rivières traversées, des rivières dangereuses où il y a eu des noyades, des enfants qui ont été sur le dos de leur mère pendant des mois, hein. Et donc, quand ils arrivent au Canada, c'est dans des conditions très difficiles et après avoir survécu à des conditions difficiles. Nous avons accueilli au Québec des familles qui ont perdu des enfants en route, des familles qui ont été séparées, des enfants qui ont été, parce que bon, comme pour venir au Canada, il fallait d'abord passer par les États-Unis. Et bon, les États-Unis, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le seul pays qui n'a pas ratifié la Convention des droits des enfants. Et donc, il y a des centres de détention pour enfants à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il y a des centres de détention pour enfants. Et nous avons accueilli au Québec des familles séparées, des enfants détenus, des enfants qu'on a drogués, hein, c'est-à-dire à dose de somnifères pour les faire dormir. Parce que vous pouvez imaginer un centre de détention où il y a 300 enfants, mais ça pleure, ça crie, hein. Et donc, on leur donnait du somnifère la nuit pour qu'ils dorment. Mais arrivé au Québec, il fallait les sevrer, ces enfants-là. Et donc, on ne peut pas ne pas prendre en considération tout ce parcours pré-péripo-migratoire. Et quand les familles arrivent chez nous, dans quelle situation ils arrivent, elles arrivent. Mais toutes les familles ne sont pas pareilles. Et donc, on ne peut pas généraliser, mais c'est notre devoir en tant que professionnels, en tant que travailleurs sociaux, en tant qu'intervenants psychosociaux, c'est notre devoir de prendre le temps d'aller à la rencontre de ces familles et de comprendre le pourquoi, le comment, pourquoi ils ont quitté, comment sont-ils arrivés en France, et avec quels rêves, quelles attentes. Et là, vous qui connaissez la réalité, vous qui savez le système français, bon, moi qui sais le système québécois, canadien, parfois je vois l'écart entre les rêves et les attentes des familles et la réalité. Et parfois, notre intervention, c'est vraiment hein, dans cet écart, hein. Alors, je vais accélérer pour parler un peu des parcours post-migratoires. Alors, il y a beaucoup de recherches sur la santé mentale des immigrants. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir les recherches de l'Institut universitaire Sherpa au Canada, au Québec, où il y a beaucoup, beaucoup de recherches sur la santé mentale des immigrants, leur insertion socio-professionnelle, etc. Mais je fais une synthèse. Les recherches montrent que euh, l- la santé mentale des immigrants est vraiment mise à rude épreuve par l'immigration. Vous savez, même les immigrants économiques, hein, euh, le Canada fait de l'immigration économique. Ça veut dire que c'est des travailleurs qualifiés qui sont sélectionnés sur la base de leur qualification, de leur diplôme, de leur santé physique et mentale, hein. Moi, j'ai fait une immigration économique au Canada. Maintenant, je vous ai dit que j'ai quand même quitté des violences, mais je pouvais faire une immigration économique parce que j'avais des diplômes, je connaissais des langues, j'avais une expérience de travail. Mais ce qui est important, c'est que justement, comme les gens sont sélectionnés sur la base de leur santé physique et mentale, les recherches montrent que
en fin de compte, ces immigrants qui arrivent ont une meilleure santé que la population d'accueil, parce que la population d'accueil n'a pas été sélectionnée. Mais après 3 4 ans, il y a une chute au niveau de cette santé. Hein, la santé mentale, la santé physique chute parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves. Et donc, la perte du soutien de la famille rapprochée, toutes les pertes et les deuils vécus, perte de la patrie, perte de la famille, perte du réseau de soutien, perte du statut social, perte de la profession, hein, des médecins, des ingénieurs qui arrivent et qui ne peuvent pas travailler dans leur domaine, mais ils le font pour les enfants. Hein. Et donc, vous voyez, les enfants des familles migrantes portent le projet migratoire. Quand vous travaillez avec des familles où il y a des enfants, c'est très important de dire si les enfants réussissent, si les enfants vont bien, ça va donner un sens à la migration des parents. Ça va augmenter l'agentivité, ça va augmenter la motivation des parents parce que leurs enfants réussissent. Donc, quand vous travaillez avec des familles, faites attention, des adultes sans enfants, il y a peut-être parfois un peu plus d'enjeux de dépression, de perte du sens, alors que quand il y a des enfants, mais les enfants vont porter ce sens migratoire, et si les enfants ne vont pas bien, mais la famille ne va pas aller bien. Donc, les recherches ont montré qu'il y a les différences culturelles et linguistiques aussi détériorent la santé mentale parce que les gens ont besoin, parfois ils se sentent handicapés. Moi, j'ai travaillé avec une famille réfugiée syrienne ici et le père de famille m'a dit, mais je suis devenu handicapé ici. Hein, je me sens muet, je n'arrive pas à me défendre, je n'arrive pas à m'expliquer. Hein, et il a eu des problèmes parce qu'il a été exploité par son employeur et il n'a pas pu se défendre. Et donc, sur tous les traumatismes qu'il avait vécus, il y a eu un autre qui est venu s'ajouter. Bon, alors, la pauvreté, les enjeux économiques jouent, et bien sûr, toutes les violences vécues en sol d'accueil. Hein. La discrimination, le racisme, des gens qui ont déjà quitté des situations difficiles, qui ont survécu à des guerres, des génocides, des persécutions, hein, et là, ils arrivent, et encore une fois, hein, d'autres violences, rejet, exclusion, discrimination, racisme, en fin de compte, ils ne trouvent pas la place sur la planète. Hein. Euh, et ça, c'est un enjeu quand même important. Alors, des recherches qui ont été menées au Québec et au Canada auprès des personnes réfugiées et demandeuses d'asile ont montré que il y a certains facteurs, et on est plus dans une approche systémique, qui vont détériorer la santé mentale. Et probablement que c'est similaire en France. Alors, des gens qui ont vécu des expériences de détention alors qu'ils ne faisaient, ce ne sont pas des agresseurs, hein, mais on les voit comme de potentiels agresseurs et et donc on les détient pour faire une enquête de sécurité. Donc ça détériore beaucoup la santé mentale, la précarité financière, l'incertitude prolongée, les séparations, les pertes de repères culturels. Hein. Donc vous voyez, tous ces éléments, les difficultés d'accès à des logements salubres et adéquats. Et je sais que c'est un enjeu aussi important en France, hein, où il y a des campements parfois qui se créent parce que les gens sont en attente. Donc, euh, les expériences de discrimination, les difficultés liées à l'apprentissage de la langue. Maintenant, au Québec, c'est à la francisation, à l'apprentissage de la langue de la société d'accueil. Tous, ce sont des facteurs qui vont vraiment augmenter la détresse psychologique, augmenter le stress, augmenter la vulnérabilité psychosociale. Mais par contre, ces mêmes recherches montrent que il y a des choses qui peuvent promouvoir la santé mentale, l'accès à un réseau de soutien social, la famille, les pairs, la communauté. Donc, vous avez déjà une piste importante. Hein, pour l'accompagnement psychosocial. Juste créer un réseau, proposer du soutien social, mais aussi mettre les familles, les personnes en réseau pour qu'il y ait hein, une collectivité, une communauté, des pairs, des gens qui pourraient soutenir les personnes et la famille. Donc, en soi, si vous créez ce réseau pour les gens, donc vous êtes en train de faire quelque chose de bien. L'accès à l'éducation, faciliter l'accès à l'éducation pour les adultes, pour les enfants, parce que ça donne un sens à la migration. L'insertion socio-professionnelle, si les gens arrivent à travailler, automatiquement, là, ça va à l'encontre de la précarité financière, mais ça donne aussi, ça fait partie du fait de retrouver sa dignité humaine, hein, devenir de nouveau pourvoyeur pour sa famille ou pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, de sa famille, mais ça donne un sens
à la migration. Donc, en fait, la construction du sens va être quelque chose de très important. Si vous contribuez à la construction du sens de la migration, ça va automatiquement promouvoir la santé mentale. Donc, l'accès à un statut de résident permanent, et ça, c'est un enjeu majeur, je le sais, partout dans le monde et dans tous les pays qui accueillent des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes sans statut et qui ont besoin de statut, parce que si justement l'incertitude détériore énormément la santé mentale, l'anxiété généralisée, tous les problèmes d'anxiété euh, peuvent être, comment dire, renforcés. Bon, tous les services d'accueil et de réinstallation sont positifs. Donc, le fait de proposer des services, et je sais que en tant que travailleurs sociaux, vous faites probablement beaucoup de choses, mais euh, quand on offre des services, quand ces familles ont besoin de ça, ils ont besoin de repères. Et tout ça va favoriser le, leur, leur installation et leur parcours de vie post-migratoire. Alors, bon, je vais passer énormément de parties, mais ce qui est peut-être important, et je vais juste présenter très rapidement, d'une manière succincte, les conséquences des traumatismes, parce que je fais toujours ça, je prévois trop de choses, mais c'est pas grave. Je n'ai aucun problème à partager ce PowerPoint avec vous, même si je n'ai pas tout présenté. Mais c'est quand même important, c'est que vous avez compris que toutes ces personnes, hein, plus le parcours migratoire, pré-migratoire, péri-migratoire et post-migratoire est difficile, plus la probabilité d'avoir des personnes traumatisées augmente. Et c'est important de comprendre que les traumatismes vont affecter la santé mentale. On va avoir des problèmes d'anxiété, de phobie, de dépression, surtout dans les cas de deuil traumatique, et beaucoup de problèmes et de maladies psychosomatiques qui vont entraîner un besoin de services médicaux au début. Mais ce n'est que suite au, disons, suite à l'examen médical qu'on va savoir si c'est plutôt dû, c'est ça, c'est psychosomatique ou pas. Donc, au niveau des apprentissages et de l'adaptation sociale aussi, il y a des conséquences parce que justement, on veut que ces gens arrivent adultes de 60 ans, 50 ans, mais on veut qu'ils apprennent le français, qu'ils apprennent la langue, mais en soi, si une personne qui est très traumatisée, qui a été traumatisée dans sa vie, mais elle va avoir des difficultés d'apprentissage et des difficultés d'adaptation sociale. Donc, repli sur soi, irritabilité, difficultés relationnelles et sociales sur le plan de l'adaptation sociale et au niveau des apprentissages, non-disponibilité cognitive. Donc, ils sont là, il faut qu'ils apprennent le français, mais ils ne sont pas capables d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que les traumatismes ont fait qu'ils ne sont pas disponibles aux apprentissages. Et donc, travailler les traumatismes, avoir donné une possibilité à ce que les gens euh, aillent mieux d'abord. Euh, bref, j'ai perdu ma phrase, mais en fait, il faudrait absolument adresser le trauma avant. Il faudrait donner la possibilité à des gens d'être mieux sur le plan de la santé mentale pour bénéficier de tous les cours de français, de francisation qu'on leur propose. Mais souvent, ce qu'on fait, et j'imagine que c'est un peu le cas en France, mais au Québec, les gens arrivent une semaine après, allez, 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 apprenez le français, vous devez trouver du travail, mais les gens, parfois, dépendamment de leur parcours, certains n'ont aucun problème. Certains, à cause de leur parcours qui a été peut-être moins ébranlant, certains ont la capacité rapidement d'entrer dans le système, d'apprendre le français, mais d'autres vont avoir plus de difficultés. Et peut-être que c'est vous, en tant que travailleurs sociaux, parce que vous avez accès aux familles, parce que vous avez accès à leur histoire, que vous pouvez voir qu'au fond, hein, c'est la troisième, quatrième fois que cette personne s'inscrit à un cours, ne réussit pas, n'apprend pas le français, mais peut-être que les traumatismes sont en train de freiner l'apprentissage du français et avec toutes les conséquences que ça a sur le dossier, sur l'insertion socio-professionnelle, sur les finances, hein. Et donc, ne pas adresser le trauma en amont peut avoir des conséquences importantes. Et alors, par rapport au deuil, là aussi, je vais passer hyper rapidement, mais les deuils ont aussi des conséquences sur la santé mentale. Il y a beaucoup d'angoisse, d'anxiété de perdre d'autres personnes chères. Donc, il y a des affects dépressifs, une tristesse, parfois des personnes qui n'expriment pas beaucoup, qui ne parlent pas de leur deuil ou qui ne parlent pas de la personne ou des choses qu'ils ont perdues. Ils vont somatiser plus
et on va avoir des problèmes de sommeil et d'alimentation chez certaines personnes. Et donc, les deuils vont aussi affecter les apprentissages et l'adaptation sociale. Encore une fois, les deuils vont nourrir le repli sur soi, l'irritabilité. Donc, que ce soit des deuils liés à la mort d'être cher dans le pays d'origine, à la mort d'être cher lors du parcours migratoire, mais aussi des deuils, comme je disais, hein, la perte de la patrie, de la famille, de la profession, de multiples deuils qui viennent se superposer, hein, avec, donc s'accumuler, et à la fin, les personnes peuvent être complètement non disponibles cognitivement, être démotivées, être apathiques. Et là, justement, la société d'accueil s'attend à ce que ces gens apprennent la langue, trouvent du travail, hein, commencent à payer des impôts, alors que l'écart est trop grand parfois entre le passé, le parcours migratoire, les conditions d'adversité vécues, les deuils et les traumatismes vécus et les attentes. Et peut-être que moi, je vous vois dans cet écart-là. Comment faire pour que les gens soient plus disponibles? Et donc, voilà quelques pistes, et je termine avec ça, et je pourrai répondre à vos questions. C'est très important, on commence toujours vraiment des principes généraux, créer un filet de sécurité autour des jeunes de leur famille, donc les mettre en réseau s'il le faut, s'il y a des associations. Au Québec, on les appelle organismes communautaires, mais je pense que en France, vous les appelez des associations. Donc, travailler avec des associations, euh, vous-même, en tant que travailleurs sociaux, proposer des relations sécurisantes, euh, une écoute bienveillante pour que les gens vous racontent leur histoire, hein. Et donc, je pense que vraiment, c'est très important d'aller à la rencontre des personnes. Et c'est là où l'approche transculturelle joue un rôle important. L'approche transculturelle, c'est prendre en considération la culture de l'autre. Donc, souvent, je dis, juste, dites, racontez-moi votre histoire. Et au fond, les gens, au début, ne vont pas vous raconter leur histoire en détail parce qu'ils n'ont pas confiance en vous. Mais plus la confiance s'installe, plus l'alliance s'installe entre vous, plus vous êtes bienveillant et non jugemental dans vos attitudes, plus vous êtes curieux, mais sans être intrusif par rapport à leur passé, mais vous montrez que vous êtes là et que vous pouvez accueillir leur histoire. Ils vont avoir confiance en vous et ils vont raconter leur histoire. Et là, vous allez mieux comprendre leurs besoins. Est-ce que c'est une famille qui a vécu beaucoup de traumatismes, donc il faut adresser les traumas, ou au contraire, quels sont les défis? Où est le sens de la migration? Hein, pourquoi sont-ils venus? Parce que si vous arrivez à nourrir ce sens, automatiquement, vous êtes en train de faire du bien à la famille et, et donc ça donne ça fait de l'empowerment, hein. Pour la famille, elle sent que oui, non, ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. On va tenir bon. On va tenir bon. On va euh, parce que on arrive quand même à trouver un certain sens à toutes les pertes qu'on a vécues euh, dans ce contexte de migration. Alors, vraiment les principes les plus importants de l'accompagnement, que ce soit dans le cas des traumas, que ce soit dans le cas des deuils, c'est vraiment écouter la personne parler de ce qu'elle a perdu. Et parfois, on me dit, moi, que ce soit des psychologues, des travailleurs sociaux, des psychopédagogues, on me dit, mais comment on accompagne une personne endeuillée ou même endeuillée, traumatisée? Mais je dis, la première chose, c'est de se taire, d'être là, de proposer une relation bienveillante, d'être là et d'écouter, hein, de ne pas juger. Et les gens, s'ils peuvent parler de ce qu'ils ont perdu, ça va déjà leur faire du bien. Et ça, c'est vraiment une des clés de l'accompagnement des personnes endeuillées en général et traumatisées aussi, parce que dans le cas des traumas, les gens ont besoin vraiment d'être en confiance. Et les personnes qui ont vécu des violences humaines, mais elles ont du mal à faire confiance à avoir confiance en l'être humain. L'être humain est un monstre parce qu'ils ont vu comment ils ont tué, violé, décapité, donc brûlé d'autres personnes. Donc l'être humain n'est pas fondamentalement bon et c'est pas parce que vous êtes en France, c'est pas parce que vous avez de beaux yeux ou de doux yeux, un beau sourire qu'ils vont vous faire confiance. Donc avec les personnes qui ont vécu des traumatismes importants, ça prend du temps pour bâtir la confiance. Et ça passe par votre silence parfois, par votre capacité d'écoute, par votre bienveillance, par le temps qu'on donne. Et souvent dans les milieux, c'est ce temps qui manque.
un temps qu'on ne prend pas et après, il y a des conséquences, hein, parce que les familles sont bousculées alors qu'elles ne sont pas prêtes à bousculer. Ils étaient en mode survie pendant des mois, des années parfois. Il fallait survivre, il fallait rester vivant, il fallait trouver de quoi manger, il fallait essayer d'être propre, il fallait fuir le danger. Et les gens, dans des contextes d'adversité, ils sont tout le temps en mode survie. Ce n'est quand ils sont dans un pays en paix, que ce n'est que quand ils sont dans une société sûre, que là, ils vont lâcher prise et leurs défenses vont baisser et ils vont être encore plus vulnérables qu'ils ne l'étaient dans leur pays. Et c'est pour ça que un petit coup de marteau donné dans le pays d'accueil peut faire parfois comme peut avoir un impact amplifié à cause de cette vulnérabilité dans laquelle les personnes se trouvent, alors que dans leur pays, peut-être que on violait des femmes devant eux, on tuait des gens, mais euh, ils étaient en mode survie, donc ils ne permettaient pas à ressentir des émotions. Alors que souvent, c'est dans le pays d'accueil que les gens vont lâcher prise, permettre de vivre des émotions. Et donc, les émotions qui vont venir un peu, hein, ce sont des émotions de souffrance, d'angoisse, de tristesse, etc. Et de colère aussi beaucoup. Donc, l'écoute bienveillante est la clé. Euh, bon, au niveau des pistes vraiment beaucoup plus pratiques, hein, je disais créer une alliance, mais pour créer une alliance, parfois il faut trouver des interprètes si les familles ne parlent pas le français. Euh, Vraiment prendre le temps de connaître l'historique, la culture et les expériences vécues. Donc, je vais m'arrêter là parce que, bon, j'ai proposé plusieurs, bon, un modèle en fait, j'ai proposé un modèle d'intervention collaborative, école, famille, communauté. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ce guide qui est gratuit, accessible en ligne, l'accompagnement psychosocial en milieu scolaire. C'est comment, à travers l'école et avec l'école, on peut aussi atteindre les familles parce que l'école est un lieu très naturel que les familles fréquentent pour leurs enfants, grâce à leurs enfants, à travers leurs enfants, pour qui souvent ils ont fait la migration. Et euh, donc je ne sais pas si parmi vous, il y a des travailleurs sociaux qui travaillent dans des écoles ou avec des écoles, mais développer la collaboration école, famille et association, hein, c'est extraordinaire. Bon, dans tous les cas, ce modèle pourrait vous intéresser et le guide est complètement accessible à distance. Et donc, pour moi, en tant que travailleurs sociaux, vous pouvez contribuer à la promotion du bien-être des familles euh, à travers juste, en fait, un peu trois stratégies très simples. D'abord, la reconstruction du sens et de l'histoire de la famille. Les gens ont besoin de narrer leur histoire. Le récit narratif, la narration, mais ça fait du bien. Se raconter et avoir quelqu'un qui écoute. Donc, juste, vous pouvez aiguiser vos oreilles, ouvrir votre cœur, être disponible et écouter la famille raconter son histoire. Ça va lui faire du bien et ça va reconstruire le sens et surtout le sens positif malgré toutes les adversités vécues. Puis la deuxième chose, comme je disais, c'est l'élaboration des deuils et des traumatismes. Mais les deuils et des traumatismes ont besoin d'espace d'expression, espace de symbolisation. Ça peut être les arts, le dessin, la musique, le théâtre, mais la parole aussi, l'écriture. Donc, ouvrir des espaces d'expression pour l'élaboration des deuils et des traumatismes, plus on se tait, plus on renforce les deuils et les traumas, hein. Donc, euh, voilà une autre stratégie, donc ouvrir ces espaces-là. Dans tous les cas, vous allez avoir le PowerPoint où il y a un peu plus de détails. Et puis parfois, la réorganisation du microsystème, mésosystème dans lequel se trouve la famille, hein. Donc, parfois, on voit, par exemple, on détecte, par exemple, des influences négatives, hein. Donc, il y a un environnement, un système qui a une influence négative. On essaye de désamorcer cette influence négative ou de rééquilibrer avec un facteur un peu plus positif. Donc, travailler au niveau du système familial, au niveau du mésosystème, donc les liens entre l'école, la famille, la communauté, mais ça peut vraiment aider. Et voilà, donc en fait, je me dis pour terminer, hein, et là j'accélère, je sais que j'ai pris peut-être un peu trop de temps, mais euh, pensez que chaque fois que vous êtes en train de tisser des liens,
tisser des liens entre la société d'accueil et la famille migrante. Que chaque fois que vous tissez des liens entre les familles, chaque fois que vous faites le pont entre le passé et le présent, parlez de la société d'accueil, de la société d'origine, le pays d'accueil, le pays d'origine, parlez de la vie, de la mort. Tout ça, ça va faire du sens. C'est ce qui va permettre les gens à être un peu plus entiers, un peu plus connectés à eux-mêmes et donc plus disponibles à l'adaptation, l'intégration, l'apprentissage de la langue du pays d'accueil. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Puis, je vous partagerai mon PowerPoint plus tard. Merci beaucoup, Garine, pour ton intervention, voilà, qui a permis quand même de tirer des liens avec tout ce dont on a parlé ce matin. Voilà, on va peut-être reprendre, j'imagine, il y a peut-être des questions dans la salle, hein, d'accord, ou en webinaire. En tout cas, moi, je voulais quand même redire ce que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant dans ce que tu as renvoyé par rapport déjà aux échanges qu'on a eus tout à l'heure. C'est cette idée d'aller contacter l'expérience en fait des exilés. Nous, on a beaucoup tendance en France, en tout cas, c'est comme ça que s'est construit le travail social, à intervenir à partir des politiques publiques, de l'enjeu de l'asile. Tu parlais du récit, l'importance de la narration comme quelque chose qui permet voilà, de retisser du lien. Bah, nous, on mobilise la narration, mais parfois aussi pour obtenir les papiers. Du coup, voilà, c'est pas toujours exactement la même chose non plus. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'entendre tout ce que tu as pu nous apporter, mais je ne vais pas en dire plus, voir déjà s'il y a des réactions parmi l'assistance ou des questions, des besoins de précision pour Garine. Ouais, alors on a une question ici. Ouais, Bolini. Ouais. Merci. Bah, moi, j'ai pas forcément de questions, mais je voulais juste rebondir hein, sur cette remarque par rapport justement à l'accompagnement au deuil. Et c'est très important. Et c'est vrai en tant que société d'accueil et en tant qu'intervenante sociale, on n'a pas ce temps nécessaire. Et on le déplore, hein, malheureusement, parce qu'on a des personnes qui arrivent très fragilisées hein, dans un contexte traumatique et chaotique qui est lié déjà au départ du pays d'origine, mais aussi au parcours d'exil. Quand ils arrivent, ils sont très fragilisés et malheureusement, on manque de moyens par rapport à l'État français de mettre en place aussi des structures d'accompagnement psychologique aujourd'hui pour recourir au CMP. On est sur des délais d'attente qui frôlent les 6 mois, voire un an. Donc, on essaie de recourir à d'autres systèmes. Hein. À l'EMPAS, par exemple, je passe aux équipes mobiles d'intervention dans les structures. Ce qui est pareil pour la pédopsychiatrie aussi, hein, sur les enfants un peu martelés par le parcours des parents. Et qu'aujourd'hui, en fait, on assiste beaucoup à une forme de décompensation. Alors, il faut savoir que parfois, obtenir le statut de réfugié, ça ne répond pas à tout. Même si ça reste une issue positive, les personnes, elles décompensent après parce qu'on n'a pas eu le temps de travailler avec eux, justement, leur parcours qui est ponctué de rupture et de deuil. Et donc, du coup, lorsqu'ils obtiennent le statut, bah, le lâcher prise arrive à ce moment-là et ils décompensent totalement. Voilà, c'était juste une petite remarque, une réflexion que je voulais faire. Hein. Oui, mais merci beaucoup pour votre intervention, votre remarque. En fait, la situation est pareille hein, au Canada, au Québec. Pour avoir des services en psychologie, en pédopsychiatrie, psychiatrie, les listes d'attente sont tellement longues. Et en fait, c'est ça l'enjeu, c'est que ce sont des traumatismes collectifs. Et ce sont souvent des traumatismes collectifs. Et quand les migrants arrivent en grand nombre, mais justement, il y a beaucoup de personnes qui ont différents besoins. Mais si on ne pathologise pas les traumatismes et les deuils, si on dit qu'en fin de compte, le deuil, c'est un phénomène normal, on est tous endeuillés suite à une perte importante dans notre vie, perte de notre chair ou perte de quelque chose qui est symboliquement important pour nous. Euh, on est tous traumatisés. Si on voit des cadavres ou si des êtres qui nous sont chers meurent devant nos yeux, même si nous frôlons la mort. En fin de compte, les traumatismes et les deuils, c'est des phénomènes très normaux suite à des violences et des pertes. Et en fait, mieux vaut dire que ce sont les violences qui ne sont pas normales, pas la réaction humaine à cette violence-là. Et si on est dans cette posture non pathologisante, mais on peut penser à des actions collectives, parce que des situations collectives ont besoin de réponses collectives.
Et c'est pour ça que moi qui travaille beaucoup avec les écoles, je pense qu'il y a une réponse, il y a quelque chose que les écoles peuvent faire. Parce que l'école est un lieu très naturel, normal. Les enfants vont à l'école, hein, parce que c'est... Et donc, on peut atteindre les familles, travailler avec les familles, les enfants, surtout s'il y a des enfants scolarisés, à travers l'école, ou même des associations, des activités sociales, de réseautage, des activités collectives, artistiques, hein. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui peuvent faire du bien aux familles et aux personnes sans nécessairement que ça passe par l'aide psychologique, la psychologie, la psychiatrie, parce que, comme vous le dites, hein, c'est des listes d'attente. Au Québec, c'est au moins 1 an d'attente. Donc, mais entre-temps, la situation devient de plus en plus grave. Entre-temps, il y a des conséquences à ces problèmes de santé mentale ou à ce mal-être. Donc, pour être proactive, moi, je propose plutôt des activités collectives aussi, hein. Donc, je vous donne un exemple dans le cadre d'un de mes projets de recherche-action. Nous avons fait une activité, donc à travers l'école, hein, un samedi, on a fait une activité artistique collective. Donc les enfants étaient là, les parents étaient là, les acteurs scolaires étaient là, des organismes communautaires, donc des associations, des représentations d'associations, des représentants d'associations étaient là. Et un samedi matin, on a ensemble, collectivement, créé un mural. Le thème, c'était les oiseaux migratoires et tout le monde participait, les parents, les acteurs scolaires, quel que soit... Alors, il y a eu des moments de rencontre, des gens qui parlent la même langue, qui ont la même culture ou les mêmes origines se sont rencontrés, mais même des personnes qui, hein, ne partagent pas peut-être une culture, mais partagent une expérience de vie parce qu'ils ont survécu à des guerres. Mais ça a créé un moment de rencontre, de réseautage, de soutien social, d'expression artistique, mais expression artistique, ça veut dire symbolisation, hein, symbolisation aussi des traumatismes, de la douleur, et en plus des moments de narration, parce qu'ils se racontaient leur histoire, pourquoi ils ont choisi tel oiseau, hein, au moment du... Et après, il y a un mural qui a été installé à l'école, et vous savez, 10 ans après, j'ai été dans cette école il y a quelques semaines, et quand j'ai vu le mural, j'ai dit, waouh, mais moi je connais l'histoire derrière cette mural, hein, mais ça a créé quelque chose, un moment extraordinaire. On l'a fait dans le cadre d'un projet de recherche-action, mais imaginez si on fait ça d'une manière régulière dans les écoles de quartier. Il y a des moments comme ça, on fait d'une pierre plusieurs coups et ça crée un ancrage pour la famille. On recrée des repères. Il y a un sentiment d'être accueilli, un sentiment d'appartenance qui se développe, hein. Parce que la création, comme vous dites, avec toutes les ruptures vécues, euh, les gens ont besoin du temps d'atterrir d'abord. Atterrir en France, recréer des repères, repères spatiaux, repères temporels, repères culturels, linguistiques. Ça prend du temps, mais entre-temps, mais on peut faire des activités qui font d'une pierre plusieurs coups. Mais il faut sortir un peu de ce paradigme, un peu, je dirais, psychologique, de pathologisation des souffrances humaines. Et c'est pour ça que je suis très contente de m'adresser à des travailleurs sociaux aujourd'hui. D'autres questions, d'autres remarques? Merci beaucoup, en tout cas. Attends, il y a Ah, une question il y a une des question qui ES. arrive. Ouais. Euh, Alors, alors, question des éducateurs spécialisés. Alors, des étudiants éducateurs spécialisés du site de Beauvais, avez-vous pu observer des résiliences dans le suivi des personnes face à l'ensemble des mal-être ou des traumatismes? Oui, mais vous savez, je dis souvent, mais en fait, la résilience vient avec le traumatisme. Toute personne, on est tous, vous comme moi, hein, on a des stratégies de survie, d'adaptation, de résilience, on peut les nommer, mais euh, la résilience vient avec le traumatisme et le traumatisme vient avec la résilience. Les deux sont liés parce que on ne parle de résilience que lorsqu'il y a trauma. Mais tout va dépendre d'abord de l'intensité. Parfois, le traumatisme est tellement important que ça paralyse les stratégies de survie, hein. Parfois, il y a des choses atroces que certaines familles ou certaines personnes ont vécues, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Parfois, les familles ont vécu des traumatismes et leur stratégie de résilience était quand même assez solide, assez développée, pour que le trauma ne laisse pas autant de traces. C'est pour ça que parfois les mêmes événements traumatiques n'ont pas les mêmes effets et les mêmes conséquences sur les personnes.
Et puis parfois, les deux tendances de trauma-résilience sont presque égales. Et au fond, si on dit que si ces gens se trouvent en France, c'est parce qu'ils ont déjà des stratégies de survie. Sinon, ils ne seraient pas en France. Hein, moi, je dis souvent, les gens qui se trouvent au Canada, qui ont pu venir au Québec et au Canada, ça veut dire qu'ils ont déjà beaucoup de stratégies d'adaptation, de survie, de résilience pour arriver en France, au Canada. Donc, il faut voir leurs forces aussi, et ce sont ces mêmes forces qu'on pourrait mobiliser pour leur vie et leur vie post-migratoire. Hein. Mais c'est vrai que on peut avoir un moment de lâcher prise, hein, parce que les gens sont vraiment fatigués d'être tout le temps en lutte, en survie, hein, avec une certaine écoute contenance, hein, ces stratégies peuvent, comment dire, être réactivées parce qu'elles sont là. Ce sont ces stratégies qui les ont amenés, en fait, à survivre et se trouver dans un pays sûr qui est la France. Donc, euh, pour répondre à votre question, oui, hein, toutes les personnes traumatisées ont des stratégies de résilience plus ou moins fortes, plus ou moins développées, dépendamment de leur parcours de vie. En fait, quand on voit toutes les recherches sur sur la résilience, hein, Boris Cyrulnik, un grand auteur français, qui a beaucoup écrit sur la résilience, il dit qu'il y a en fait les deux processus qui développent la résilience sont les liens, donc développement de liens familiaux, de liens sociaux, de liens communautaires, de liens éducatifs, avoir des liens significatifs, savoir que si je suis en détresse, il y a quelqu'un. Il y a Frédéric, il y a Corinne, il y a Céline, je vois les noms des personnes, Ségolène, hein. Donc il y a quelqu'un, hein, qui est là, une personne avec qui on a un lien. Donc développer des liens, c'est déjà faire quelque chose. Et souvent on est un peu, en tant que professionnel, moi j'entends souvent ce discours, mais comment on doit intervenir? Qui va intervenir? Où sont les intervenants? Et je dis arrêtez d'intervenir. Arrêtez, il faut être d'abord. Il faut être, il faut être là pour l'autre. Il faut être là avec une écoute bienveillante. Il faut être là dans la constance, dans l'alliance, hein. Et à ce moment-là, on est déjà on devient un tuteur de résilience pour l'autre juste parce qu'on est là. Une autre stratégie, vraiment une ressource importante pour le développement de la résilience, c'est la construction d'un sens positif. Mais pour que le sens positif se construise, on a besoin d'espace de parole, d'espace d'expression, d'espace de discussion, d'espace de narration, d'espace de symbolisation à travers les arts, la créativité. Et là, on va construire un sens positif. Vous posez une petite question, je parle beaucoup, je vais me taire. Désolée. Oui, euh, merci d'avoir. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'imagine que les étudiants, peut-être je suis un peu naïve, mais euh, de redire que effectivement, s'il y a un parcours migratoire, enfin, si on quitte son pays, c'est qu'on a sûrement de bonnes raisons de le faire. Alors, ça paraît, enfin, pour moi, ça paraît du bon sens, mais peut-être que c'est important de leur dire parce que c'est pas le discours peut-être qu'on entend parfois dans les médias ou un petit peu autour de nous par méconnaissance peut-être. Je vais rester dans la naïveté peut-être, mais euh, par contre, effectivement, alors je ne sais pas si je peux me faire le porte-parole des étudiants, mais j'ai déjà eu des questions de cet ordre-là. Donc, pour les étudiants qui passent en CADA ou en SAMNA, parfois ils font état du manque de moyens, comme la collègue le disait. Mais parfois, ce n'est pas uniquement le manque de moyens. Alors, c'est vrai qu'ils sont un peu abattus par les démarches administratives, inscrire les enfants à l'école, enfin, soutenir les familles dans certaines démarches un peu nécessaires qui, en fonction du nombre de personnes qu'ils ont à accompagner, leur prend pas mal de temps la plupart du temps. Mhm. Mais au-delà de ça, les étudiants parfois me disent, mais en fait, la clinique, c'est compliqué avec ce public parce que c'est pas que le manque de moyens, c'est aussi euh, est-ce que je peux me permettre de revenir sur le parcours d'exil alors qu'ils l'ont déjà expliqué à d'autres personnes? Est-ce que c'est pas un peu enfoncer le couteau dans la plaie? Et parfois, ils me disent ça. Et aussi, les guerres, c'est aussi quelque chose qui me fait peur. C'est pas quelque chose que je connais, mais c'est quelque chose qui me fait peur. Et je sais pas si on me posait des questions par rapport à ça, est-ce que je serais en capacité d'y répondre? Donc, parfois, il y a aussi ça qui leur fait peur. C'est pas forcément que le manque de moyens, c'est aussi une crainte de plus être dans une pulsion de vie
mais plutôt, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu sur quelque chose de pathogène où ben, on ressasse quelque chose et est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que c'est intéressant dans le cadre de l'accompagnement? Ah, mais merci, merci beaucoup pour votre intervention très riche, très pertinente. Je pense que, alors, spontanément, je vais répondre à deux niveaux. Premièrement, vous avez raison, on ne pose pas des questions. Et c'est ça l'enjeu, c'est que on ne pose pas trop de questions directes. Et ça, c'est vraiment, c'est pour ça que je disais, il faut être là. Il faut être là d'abord, créer la relation, créer l'alliance dans la constance, dans la bienveillance. Et ce qu'on pourrait dire, avez-vous envie de me raconter votre histoire? Racontez-moi votre histoire. Et la personne va choisir ce qu'elle va vous raconter. Et plus la personne a confiance en vous, plus peut-être qu'elle pourrait partager des choses. Et donc, c'est très important, et vous avez raison, d'abord par rapport au trauma, il faut jamais être intrusif. Il faut jamais poser des questions directes. C'est vrai que les personnes, surtout en demande d'asile, doivent raconter leur histoire pour leur dossier, pour montrer qu'ils ont peur avec raison de retourner dans leur pays d'origine. Et parfois, l'enjeu, et avec les enjeux juridiques de ça, c'est que cette histoire ne doit pas changer. Donc, les gens racontent une première histoire et après, cette histoire ne doit pas changer. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais au Canada, si le juge d'immigration voit qu'il y a un changement dans l'histoire, automatiquement le dossier pourrait être refusé. Mais, alors imaginez-vous une personne traumatisée qui arrive après toutes les péripéties, les conditions d'adversité. Bon, là, on est en France, enfin, on est là et on doit raconter notre histoire, mais il se peut qu'à ce moment-là, à cause du fait qu'ils ne sont pas encore tout à fait connectés à eux-mêmes, à leurs émotions, parce qu'ils avaient mis comme, ici au Québec, on dit, ils ont mis la switch à off, hein. Au Québec, il y a une expression, ils disent tirer la plug. Donc, en fait, ils ont mis leur propre switch à off, ils se sont déconnectés d'eux-mêmes et c'est une stratégie de survie. Parce que s'ils sont tout le temps connectés à leurs émotions, ils vont être envahis, paralysés et ne pas pouvoir se retrouver en France ou au Canada. Donc, il faut se déconnecter un peu pour pouvoir survivre. Mais quand ils arrivent, là, ils racontent une histoire, mais au début, ils sont encore déconnectés. Et il y a plein de choses peut-être qu'ils ont oubliées, des détails qui sont importants, mais qui échappent. Mais le problème, c'est qu'après, c'est fini. L'histoire est racontée et c'est comme ça que ils sont comme coincés dans cette histoire. Parce que il faut pas du tout que cette histoire change pour que le juge accepte de donner le statut de réfugié. Mais par ailleurs, donc ils sont comme aussi un peu they're stuck, on dit vraiment, ils sont coincés dans une histoire, dans un temps, dans une version de leur vie et de leur histoire. Et mais peut-être qu'ils ont besoin de dire la vraie chose à une autre personne. Peut-être que s'ils sont assez en confiance, ils pourront peut-être, mais il faut créer d'abord le lien et ne pas poser de questions intrusives, juste être là et dire, est-ce que vous avez envie de me raconter votre histoire? Hmm. Et c'est vrai qu'il faut prendre un certain temps. Et je peux vous dire, je comprends la peur, et vous avez parlé aussi de la peur des étudiants, la peur de l'adulte hein, qui est face à cette histoire difficile. Mais sachez que les traumatismes ne sortent pas facilement. Donc, personne, les traumatismes ne sortent pas toujours en détail. C'est-à-dire, une personne qui a assisté à une décapitation ne va pas vous raconter comment l'épée est venue couper la tête, le sang, comment c'est sorti. Ce que je dis, la personne qui a vécu des choses difficiles trouvera à peine quelques mots pour vous dire la chose vécue. Donc, ça ne sort pas d'une manière crue, ça ne sort pas d'une manière violente, si ça peut vous rassurer. Hmm. c- le trauma sort difficilement, hein. Et c'est pour ça que parfois les moyens alternatifs sont aidants, hein. Les arts, la musique, le chant, le théâtre, c'est un peu moins menaçant. Chez les enfants, les jeux, les marionnettes, hein, les jeux symboliques, parce que c'est moins menaçant que de dire comme ça avec les mots. Donc ça ne sort jamais avec des détails. Puis les gens traumatisés ne veulent pas traumatiser l'autre. Donc ils vont ménager l'adulte ou l'intervenant. Et c'est juste à l'intervenant de montrer qu'il est capable d'entendre. Sinon, la personne ne vous racontera pas ce que vous n'êtes pas capable d'entendre. Donc c'est pour ça que ça vient dans le lien.
hein, et la constance de ce lien et la sécurité du lien qui vient par la bienveillance.